Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans le cabinet d'une sage-femme? Au-delà des examens et des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans et j'ai fait mon premier stage il y a 12 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai eu le concours sage-femme. 12 ans, vous imaginez ? 12 ans que j'ai la chance de voir mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux et j'ai énormément de gratitude pour cela. Les sages-femmes sont souvent qualifiées de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on est à l'écoute des femmes, on écoute nos patients et quand on écoute vraiment les gens, eh bien ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée. Alors j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies, de la puberté à passer la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Mais généralement, nos conversations vont bien au-delà de ce sujet. Alors, voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires. Des true stories. Bienvenue dans Monstro Story. Et je vais dans la salle de bain, je vais sous la douche et je vois du sang partout. J'appelle ma mère, je dis « Ouais, je suis en train de mourir. Est-ce que tu n'acceptes pas ma vie ?» Pétillante, curieuse et pédagogue, aujourd'hui j'accueille Manon, la créatrice du compte Instagram d'éducation sexuelle, Le Cul Nu. Mais la pénétration, c'est pas le tout. C'est vrai que pour la reproduction, ça a quand même une importance. Mais c'est tout, le sexe, c'est pas la reproduction. Elle vit dans une famille où les relations intimes n'étaient pas un tabou. Manon n'ose pourtant pas parler d'un problème qu'elle rencontre, le vaginisme. Et ce que je ressentais, c'est que je culpabilisais. J'ai passé des nuits à pas dormir parce que je me disais, mais je ne suis pas une femme. Donc en fait, je me disais, mais je suis maudite, quoi. Et je me détestais. Vraiment au plus haut point. Comment développer sa vie sexuelle lorsque la pénétration est impossible ? Comment Manon l'a-t-elle vécu ? Comment en est-elle sortie et comment cette période impacte aujourd'hui ses relations intimes, mais aussi sa vie professionnelle. J'explique aux garçons que je voulais pas faire de pénétration et qu'en fait ça m'a permis d'explorer avec eux d'autres manières de prendre du plaisir, d'autres manières de s'amuser. Le vaginisme est-il forcément un obstacle à l'épanouissement ? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue dans la Monstro Story de Manon. Salut Manon. Salut Charlie, comment vas-tu ? Eh bah, j'allais te poser la question. Quand même, dingue. Comment vas-tu, Manon ? Très très bien, très contente d'être là. Eh bah écoute, c'est moi qui suis trop contente, c'est la première fois qu'on se voit. Absolument. Du coup, merci d'avoir accepté mon invitation. Je lance tout de suite le sujet parce que de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de vaginisme, mais pas que. En fait, on va surtout parler de toi. Pour rappel, Monstro Story, c'est un podcast où on aborde la vie des femmes sous le prisme d'un élément lié à leur cycle, à leur vie intime, etc. Parce que finalement, soyons honnêtes, ça influence beaucoup de choses dans notre vie. Complètement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, Manon, s'il te plaît ? Oui, absolument, Charline. Écoute, donc moi, je m'appelle Manon. J'ai une activité sur les réseaux sociaux qui s'appelle Le Cul Nu, où je parle de culture de la sexualité. Donc, je vais parler d'histoire, pop culture, sociologie, plein de sujets qui touchent à la culture du cul, la culture. Et évidemment, il y a beaucoup de mauvais jeux de mots. Et voilà, je m'amuse de tous ces sujets. Et justement, j'ai créé Le Cul Nu il y a des années. Ça fait combien de temps ? Oh là là, je crois que ça fait 6 ans maintenant. Ah ouais. 6 ans. Mais bon, il a été inactif pendant des années. Enfin bref, là, je l'ai repris de manière sérieuse il y a quelques mois. Mais je l'avais créé à la base parce que je m'étais intéressée à la culture de la sexualité suite à des années de vaginisme. C'est un sujet dont on va parler et c'est mon vaginisme qui m'a fait me passionner pour tous ces sujets finalement. Finalement, après, ça t'a poussé à te poser la question de la sexualité et tu as découvert plein de trucs et de là, c'est ça, une passion innée que tu as voulu transmettre. Exactement. Alors, on arrive vers la poterie et moi je me suis dans la culture du cul, c'est plus simple. C'est plus drôle. Ouais, et puis tu vois, mine de rien, ça prend moins de place. Oui, que de faire de la poterie. Exact. C'est moi ça, Exactement. Moi, j'ai réfléchi pas à l'école.
J'aime bien commencer cet épisode, enfin les épisodes de podcast, en demandant à mes invités. Attention, je ne t'ai pas prévenu d'avance, c'est extrait pour la spontanéité. Oh my god, oh là là. Si tu devais donner 3 mots qui te qualifient, qui qualifient ton caractère, ta personnalité, etc., ce serait quoi? Bon, alors déjà, je dirais que je suis très optimiste. Personne. Ce qui peut être bien, comme très handicapant, parce que j'ai l'impression d'être au pays des bisounours. Je suis là, mais si, la vie va bien. Optimiste. C'est dur, mais ouf. Je dirais que je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais je suis très dans la complétion et les gens que j'aime. Ouais. Genre, bonheur, ça fait le mien. Et curieuse. C'est vrai que je suis curieuse. Voilà. Est-ce que tu es à l'aise, j'imagine un peu la réponse, mais du coup, j'imagine que tu es à l'aise à aborder tous les sujets autour donc, de la sexualité, bien évidemment, mais également les cycles, les règles, etc. Est-ce que ça a toujours été le cas? Oui, en fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où, même si mes parents avaient des lacunes, tu vois, en termes d'éducation à la sexualité, parce qu'ils ont grandi avec une éducation années 90, années 80, ma mère nous a toujours parlé de cul, de menstruation, de tout ça, très librement. Tu vois, elle rentrait des courses, elle était « il y a les tampons, il y a les capotes », tout ça, on devait les monter dans la salle de bain. Donc, elle nous a tellement habitués à tout ça que j'ai eu cette chance que, du coup, en fait, quand j'étais au collège et que j'avais une copine qui me chuchotait genre « j'ai mes règles, est-ce que tu peux me passer un tampon ?» J'étais là, oui, j'ai un tampon. Enfin, je voyais pas le problème. Je l'ai compris plus tard. Donc ça, même si mes parents n'étaient pas parfaits sur certains points, ils nous ont appris à être à l'aise avec ce sujet et ça vaut tout, Donc je suis hyper à l'aise pour parler de tout ça, j'ai aucun problème. Et aujourd'hui, j'ai des neveux et nièces et on essaie de faire le même travail avec eux, ce qui est pas facile quand on est parent, il faut le dire, ou tata. Mais non, du coup, j'ai toujours été hyper à l'aise. Donc tu te souviens du premier jour où tu as eu tes règles? Oh là là, oui. Ah, mais l'enfer, c'était ma première plage de l'été. Dégoûtée, tu vois. Et j'étais fan de Tokyo Hotel à l'époque. Avec quel âge? Je les ai eu très tôt, j'avais 11 ans. Ok. J'avais 11-12 ans, un truc comme ça. J'étais fan de Tokyo Hotel, l'enfer. Et je me souviens, le matin, je m'engueule avec ma mère parce que je lui parle encore de Tokyo Hotel. Et elle me dit, j'en peux plus d'entendre parler de Bill, j'en peux plus. Moi, je dis, quoi, c'est ma vie, machin. Et je vais dans la salle de bain, je vais sous la douche et je vois du sang partout. Et j'appelle ma mère, je dis ouais, je suis en train de mourir. Est-ce que tu n'acceptes pas ma vie? Et elle était dans mon nom, alors un truc qui s'appelle les règles. Donc tu ne savais pas avant que c'était les règles. Il est venu pour en parler, mais quand tu as eu tes règles, en tout cas, tu n'as pas tilté. Je sais pas si c'était les règles qui arrivaient. Bah en fait, ma sœur, elle les a eues vers 11-12 ans aussi, mais j'en ai entendu parler par elle un peu après. Ma grande sœur, pardon. Donc en fait, dans ma tête, ça allait arriver beaucoup plus tard. Ça allait arriver, je sais pas, quand j'aurais 17 ans. Ah ouais. Donc, dans ma tête, je pouvais pas les avoir si tôt. Je savais que je pouvais les avoir. Je savais qu'à un moment, ça allait saigner, qu'il fallait aller voir ma maman, qu'elle allait me donner une serviette. Mais ce jour-là, ma mère n'avait plus de serviette. Donc, j'avais commencé avec un tampon. Et elle m'a allongée sur le lit à m'expliquer comment mettre un tampon. Enfin, vraiment, la matinée de merde. La matinée où j'étais pas bien, j'avais mal et tout. Et après, elle a appelé tout le monde dans la famille pour annoncer que j'avais mes règles. Donc, quand t'as 11 ans, t'es là, c'est la honte, tu fais chier. Donc, j'étais à l'aise avec le sujet. J'avais juste pas compris que ça allait arriver si tôt. Et en fait, après quand elle m'a acheté, donc, tu vois, elle a été cool parce qu'elle m'a emmenée au magasin. Elle m'a dit, bon, quelle serviette t'aimes bien? On peut t'acheter une petite boîte pour mettre tes serviettes. Ah, c'est quand elle a été vraiment adorable là-dessus. Donc, je me suis toujours sentie hyper bien. Et comme mes copines savaient que ma mère était allée sur le sujet, j'ai même des copines qui venaient voir ma mère. Parce qu'à la maison, il y avait toujours des copains qui venaient voir ma mère en disant oui, t'as pas des serviettes à me donner. Enfin, en grandissant, j'ai compris que j'avais eu énormément de chance d'avoir une mère comme ça. Même si, tu vois, à côté, parfois, elle m'apprenait des trucs. T'es là, mais maman, enfin. Mais est-ce que tu nous donnes des exemples? Est-ce que tu as ma curiosité? Non, mais tu vois, ma mère, par exemple, elle avait une culture années 80, années 90. Donc forcément, quand j'ai eu mes premiers petits copains, elle était là, Manon. N'oublie pas que les filles qui ont beaucoup de petits copains, elles peuvent vite être vues comme des filles festives, des trucs comme ça. Et je dis, mais moi j'adore les garçons, j'adore les garçons, c'est trop bien, j'adore. Oui. Ben, tu vois, elle a eu des enseignements et c'est normal, elle a grandi avec un féminisme qui est peut-être un peu daté, avec des codes où tu vois, pour elle c'était mal poli si je sortais de la maison sans être maquillée. Il faut toujours mettre des trucs moulants pour séduire les hommes, des trucs comme ça.
j'ai eu des enseignements qu'aujourd'hui je ne garde pas et je trouve très ringard et très finalement très sexiste, très misogyne. Mais elle essayait de bien faire. Et à côté, elle m'a appris, quand j'ai fait ma première pénétration, c'était la première au courant, à me demander est-ce que ça va, machin. Enfin, à côté, elle était à l'aise sur d'autres trucs, donc je suis pas totalement à plaindre. Puis tu vois, la dernière fois, j'étais avec mon ex et j'étais sans maquillage et elle m'a dit un truc en mode non mais il dit pas que ça ne dérange pas qu'il soit pas maquillé parce qu'il est poli. Et t'es là, mais c'est très méchant. C'est que tu dis en fait. Je dirais que malgré tout, en fait, tu as su dès le début prendre de la distance avec finalement ces injonctions que ta maman te partageait, ou il a fallu du temps, ta construction perso, des rencontres. Ça a été la construction perso, où en fait, quand tu es ado et surtout quand tu es une femme, disons-le, une meuf, tu vas chercher tes modèles. Et donc, tes modèles sont souvent très superficiels. Alors maintenant, on grandit avec Instagram, TikTok, où on a droit à des nouvelles images, mais à l'époque, c'était pas trop le cas. Et donc, tu berces dans du superficiel. Donc, tu te nourris de ce que dit ta mère. Si ta mère te donne des conseils, tu te nourris des images que tu vois de personnalités publiques. Donc, c'est dur de construire ta propre opinion. Moi, j'ai des souvenirs de pas supporter mon corps alors que j'avais 13-14 ans. Des souvenirs de c'est la honte, on va à la piscine, j'ai des poils, des trucs comme ça. Donc, nous, c'est à force de se construire. Et justement, quand j'ai commencé à comprendre que j'avais du vaginisme, j'étais seule là-dedans parce que ma mère comprenait pas ce que c'était et sa gynécologue avait été odieuse avec moi. On va y venir. Alors, quand tu te dis, en fait, je ressemble pas à ces codes. Donc, il va falloir que je comprenne d'autres codes, que je m'intéresse à d'autres codes. Donc, non, ça a été une construction personnelle et aujourd'hui, ça fait un décalage avec les gens qui m'entourent. Mais c'est pas grave. En vrai, j'avais déjà la chance d'avoir une base qui me permettait cette réflexion. Chose qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est pas rien. Et puis, je trouve que comme on déconstruit de plus en plus, effectivement, peut-être l'éducation qu'on a pu recevoir, on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, presque 2024, cet épisode sortira en 2024, c'est évident presque d'avoir cette déconstruction-là. Mais en vrai, on est autour de la trentaine, je trouve que c'est pas si simple non plus. Non. C'est pour ça que je te demandais quand est-ce que ça a intervenu pour toi, parce que c'est vraiment pas si simple et je trouve que ça peut même être... en fait, il y a un temps pour tout le monde et là où on dit pour certains, quand même, on est en 2023, tu penses encore comme ça. Ouais, c'est un peu violent de repenser la manière dans laquelle on a été élevé. Je trouve que c'est très élitiste en plus d'être en mode attends, mais tu t'es pas déconstruit sur tel sujet. Pas tout le monde a accès à la même base d'information. Parfois, on baigne toute notre vie dans des fausses croyances, dans des stéréotypes. Ça demande tellement d'énergie de se déconstruire tout ça, non? Et c'est incroyable. Et surtout, nous, on a la chance parce qu'on a connu MeToo, qui a fait un travail incroyable, mais c'est pas parce que tu as la théorie que tu as la pratique. Aussi. Tu peux te dire, non, moi, je m'en fous que les femmes s'épilent pas, mais derrière, être hyper stressé parce que tu as un poil qui sort du jean. Ouais. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est hyper important le militantisme qu'on a, mais c'est bien d'être tolérante avec la réalité, avec... moi, j'ai toujours eu ce discours de non, faut pas... culpabiliser parce que t'as pas d'activité sexuelle en ce moment. Et je me suis retrouvée pendant le confinement à me sentir coupable parce que j'avais pas d'activité sexuelle avec mon ex. Donc tu te dis, il y a une réalité, il y a la théorie, il y a la réalité au quoi, tu vois. Et ça, on a tendance, je pense aussi parce qu'on baigne dans cette société écran, les réseaux et tout, on a tendance à oublier que la réalité ne colle pas avec ce qu'on consomme, tu vois, quotidiennement, quoi. Complètement. On va parler de vaginisme. Allez Déjà, allez c'est en transition, parlons de vaginisme. Ce vaginisme, donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une contraction réflexe des muscles du périnée qui empêche la pénétration, que ce soit tout le temps ou de temps en temps, que ce soit depuis toujours ou que ce soit arrivé secondairement. Toi, ce vaginisme, est-ce qu'il est dit primaire, c'est-à-dire que ça a toujours été le cas quand tu as voulu avoir des rapports, ou est-ce qu'il est arrivé secondairement? Alors moi, j'avais un vaginisme primaire et partiel. Donc ça veut dire que primaire, il est arrivé au début de ma vie sexuelle. Donc c'est-à-dire lors des premiers, on appelait à l'époque les préliminaires, lors des premiers contacts, mais aussi les premières pénétrations, que ce soit par des doigts ou membres ou même par des objets comme des tampons. Et partiel, c'est-à-dire qu'il concernait que certaines situations. Parce que tu as réussi à mettre un tampon le jour de tes premières règles. Complètement. Donc tampon, j'y arrivais, même s'il y avait un petit peu de douleur, mais j'y arrivais. Et par contre, il n'y avait aucune pénétration possible pour un membre, pour un sexe, pour un pénis. Par exemple, j'y arrivais avec certains doigts, mes doigts typiquement, mais j'y arrivais pas avec les doigts de mes partenaires. Donc en fait,
c'était là où ça a compliqué un peu la chose. C'est-à-dire que quand on commence sa vie sexuelle, donc moi, en plus, j'étais un peu en dessous de la moyenne, puisque j'ai commencé vers 14 ans à peu près. J'avais un copain depuis des années. Quand on comprend qu'en fait, parfois, ça marche dans certains cas, dans d'autres non, tu te dis, ok, en fait, peut-être que c'est lié à la personne, peut-être que c'est lié à la situation. Tu commences à te poser plein de questions où il n'y a pas forcément de réponse. Puis surtout, si aujourd'hui, il y a des podcasts comme le tien et des gens incroyables comme toi qui font un travail pour en parler, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Tu tapais vaginisme sur Google, tu avais des photos de vagin et rien d'autre, tu n'avais pas d'informations. Et à l'époque, moi, j'avais consulté la gynécologue de ma mère, comme font majoritairement presque toutes les jeunes filles. Et cette personne m'avait clairement dit, soufflez un coup et ça va passer, quoi. Ce qui veut dire, force-toi, d'une certaine manière. Toi, tu ressentais quoi En fait, qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que tu me disais quand tu voyais que la pénétration n'était pas possible? Et est-ce que vous arriviez à en discuter avec ton copain de l'époque? Non, parce qu'en fait, et c'est un réflexe normal, entre guillemets, mais on associait ça à la virginité. Ouais. On se disait, en fait, tu n'arrives pas à être plus vierge. Donc, on se disait, ok, il y a peut-être que c'est le stress, peut-être que... alors lui, il s'est dit peut-être que ma bite est un peu trop grosse, je me permets de douter. Tu vois, on commençait à chercher en fait des raisons parce qu'il fallait un fautif. C'était plus simple de trouver une faute, c'était plus simple de trouver un problème. Et ce que je ressentais, c'est que je culpabilisais. J'ai passé des nuits à pas dormir, j'ai passé des nuits à essayer de me pénétrer avec des objets, ce qui est hyper dangereux, à essayer de forcer, donc à me blesser encore plus, parce que je culpabilisais, parce que je me disais, mais je ne suis pas une femme. Une femme, c'est fait pour être pénétrée. Dans les films hollywoodiens, quand la nana est en missionnaire, que le mec vient dessus, elle crie au bout de 2 minutes. Pourquoi moi je peux pas crier, quoi? Si je crie, mais non. donc en fait, d'un coup, tu te sens plus légitime à être une fille, surtout que bon, moi j'ai grandi dans une famille, j'avais plusieurs frères, ma sœur était un peu ce qu'on appelait à l'époque garçon manqué, c'est juste qu'elle rentrait pas, tu vois, dans les codes de féminité de l'époque. J'avais beaucoup de copains garçons, donc en fait, j'aimais pas l'idée d'être une fille déjà à la base. Un peu, j'aimais pas les codes qu'on mettait sur les filles, je m'y retrouvais pas. Et en plus, j'arrivais pas à tenir un peu les promesses sexuelles que je devais tenir, c'est-à-dire être pénétrée. Donc en fait, je me disais, mais je suis maudite, quoi. Et je me détestais vraiment au plus haut point. Donc en fait, quand même la personne en qui t'as confiance, c'est-à-dire la gynécologue de l'époque, te dit, non mais souffle, ça va passer, souffle un coup, ça va passer, tu te dis, le problème, il vient de moi. Bah oui. Donc c'est à moi de le régler, forcément, tout simplement, tu vois. Et donc, tu as fait quoi tout à l'heure? Tu disais, on n'en parlait pas sur Google, etc. Tu as cherché sur Internet? Tu savais quoi taper Alors, j'avais tapé vagin fermé, que des trucs comme ça, douleur, vagin. Et en fait, tu tombais beaucoup sur tous les sujets, tu sais, des magazines d'ados de l'époque, de première pénétration, première fois, virginité, tu sais, vraiment ce truc. Limite, c'est normal que ça fasse mal. Voilà, c'est normal, après ça va passer, il faut que le vagin s'habitue, enfin plein de choses où aujourd'hui. Si je le vois, je suis la première à envoyer un mail en mode vous savez que votre discours est quand même problématique. Parce qu'à l'époque, ça m'avait totalement mindfucké où je m'étais dit ok, t'arrives pas à ne plus être vierge. Donc à l'époque, j'avais un copain, ça a mis fin à notre relation aussi. À cause du vaginisme? Ouais, mais parce qu'en fait, moi, ça a commencé à être un malaise général où je me disais je suis cassée. En fait, je suis cassée, donc je vais jamais pouvoir jouir, je vais jamais pouvoir aimer. J'étais pas très très bien dans ma peau à l'époque, donc en fait j'étais un peu en mode bon, peut-être que le plus simple c'est de plus mettre le sujet sur la table, donc de plus être en couple, et on s'est séparés comme ça. Et est-ce que à l'époque tu t'es dit à un moment donné peut-être que, enfin, je sais pas si toi t'as été élevée comme ça, mais à l'époque je trouvais que perdre sa virginité, il y avait un peu ce truc de c'est le bon, tu vois. À poser la question de c'est peut-être que c'est pas le bon et que avec quelqu'un d'autre. Pas trop, parce que bon, voilà, mes parents sont très très libres sur les sujets de sexualité. Mes parents m'ont toujours dit, quand t'es jeune, il faut t'amuser, tu vas y avoir plein de monde. Il n'y avait pas trop cette culture de, c'est l'amour de ta vie, il faut que tu le trouves tôt, Donc non, donc moi dans ma vie, j'étais en mode, je vais baiser tout ce qui bouge, parce que mes parents avaient cette culture, mes parents se sont rencontrés, ils étaient plan cul, enfin tu vois, ils ont tellement cette culture de faut s'amuser sexuellement, que je l'avais tellement intégré que je m'étais pas dit que c'était rapport à l'amour. Mais par contre, comme on a parlé sexualité assez tôt dans ma famille, où bon, j'avais que des grands frères et grandes sœurs, où ils s'étaient tous confiés quand ils avaient besoin d'aide, machin, moi je m'étais dit, merde, moi ça marche pas. Donc en fait, ça a enlevé une injonction pour en mettre une autre.
Et en fait, ça a été un secret, c'est-à-dire que quand j'en avais parlé à la gynécologue de ma mère n'était pas dans la pièce. Je l'ai caché à tout le monde. Personne n'était au courant que moi, je me voyais, enfin, que je pensais être cassée, quoi. Tu vois, je pensais être anormale. Donc, je m'étais dit, ok, je vais... En fait, quand j'ai commencé à avoir 15-16 ans, ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais ça en tête. Je me suis dit, ok, là, il va falloir réagir parce que tu grandis. Je commençais à... C'est quoi, c'était lycée à peu près à ce moment-là? Je commençais à rentrer au lycée, la puberté commençait à se voir un peu, à avoir un peu une confiance, à intéresser les garçons, à être curieuse. Donc, en fait, j'étais allée Ma mère m'avait parlé du planning familial. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment cool parce qu'elle m'avait dit, si un jour tu as un accident et que tu veux pas en parler, sache que tu peux aller au planning familial. Donc là-dessus, elle avait été vraiment chouette. Et je me suis dit, peut-être que je peux trouver Trop bien. une réponse là-bas, tu vois. Et à Bordeaux, c'était accessible en bus, donc j'avais pris le bus toute seule et tout. Et j'étais allée en parler là-bas. Et c'est là-bas où j'ai trouvé génial. Première oreille attentive. Et ça a été au bout de 3 ans, ouais, à peu près, oui, 3 ans de réflexion seule, quoi. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on t'a juste écouté? Est-ce qu'on t'a donné des conseils? Est-ce qu'on t'a proposé un suivi? Ben alors, je suis allée là-bas et je me suis un peu laissée porter. Et comme je stressais, je suis arrivée, ils ont dit, oui, tu viens pour faire des tests pour le VIH? J'étais, oui. Alors, je n'avais pris absolument aucun risque. Je dis, oui, absolument, totalement. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de vous parler de ça. Oui. Donc, ils m'ont mis dans le process. Et en fait, dans le process, quand tu vas faire tes tests, tu sais, tu rencontres un médecin et un ou une sexologue. Et j'ai été tombée face à une femme, une sexologue, et je lui déballe tout. Et je me mets à pleurer dans le bureau, elle me donne des mouchoirs et elle m'écoute, elle m'écoute, ce qui fait déjà une différence pour l'époque. Bah ouais. Et elle me dit, ok, bon, tu vas faire tes tests là, mais on va rester en contact, tu vas revenir me voir. Les services ici sont gratuits pour les mineurs, ça reste dans un cadre confidentiel, tout ça. Donc, elle me rassure aussi sur le côté, on va garder le secret, ce qui m'avait fait du bien, parce que j'avais trop peur que, tu vois, la honte, si les gens savent que j'ai un problème. Et en fait, on s'est vu pendant 1 an. Ah yes. On s'est vu pendant 1 an, on a fait un travail surtout psychologique, parce qu'elle avait compris que c'était... que ça se passait surtout, en fait, dans ma tête, en fait, que c'était un trauma qui avait déclenché ça, machin. Toi, t'en avais conscience? Non, parce que j'ai fait une amnésie traumatique. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, mon cerveau avait volontairement oublié ce qui s'était passé pour me protéger. Et en fait, l'amnésie traumatique, je te recommande Andrea Becon, qui en parle extrêmement bien dans son œuvre Les Chatouilles, où en fait, tout peut, n'importe quoi peut redéclencher ce souvenir. Ça peut être quelque chose lié au trauma, genre une odeur, une musique, comme juste, en fait, juste le cerveau qui n'arrive plus à contenir. En fait, on met souvent l'image de l'élastique. Tu sais, quand on tire un élastique, d'abord, t'as plus de force pour le retenir. En fait, ça lâche. En fait, un jour, c'était dans ce process avec cette femme. Un jour, je me mets sur le balcon chez moi et d'un coup, j'ai des souvenirs. Donc, je me souviens, je dis, oh, merde, d'un trauma antérieur, et je lui en parle. Et elle me dit, ok, bon, on va travailler là-dessus. Et ça a été, elle était incroyable, cette femme. Et c'est cool que tu aies été accompagnée à ce moment-là, parce que je me doute que ce souvenir d'un trauma que ton corps, ton esprit a gardé sous le tapis finalement pour te protéger, je me doute que sans souvenir, ça a dû être un chamboulement de ouf, quoi. C'est fou comme aujourd'hui, on sait qu'on se souvient de quelque chose. Alors, tu sais que tu as un souvenir de ton été l'année dernière quand tu es allé faire du vélo avec tes potes. Et d'un coup, tu te souviens d'un souvenir que tu te souvenais pas. D'un coup, tu sais que ce souvenir, il a existé dans ta vie, tu te souviens de tout. Odeur, ambiance, machin, peur ou stress ou machin, et tu dis, mais j'avais oublié ça dans la vie. Comment j'ai pu oublier quelque chose? C'est quand même fou de m'arriver. Et c'est un sentiment très très bizarre, et c'est un sentiment qui d'un coup vous fait vous rendre compte que vous êtes absolument rien par rapport au corps qui vous abrite, en fait. Tu te dis, ok, peut-être que j'ai pas écouté les messages de mon corps, peut-être que tout ce qui s'est passé, en fait, c'était inscrit en moi, que je l'ai mis de côté. Donc, tu culpabilises d'une certaine manière. Tu te dis, je suis encore plus cassée que ce que je pensais. Et au final, non. Quand j'ai rencontré... quand je suis allée voir cette pro et que je lui en ai parlé, elle était là. En fait, on fait qu'un avec notre corps. Donc, quand il veut nous protéger, il nous protège, il fait ce qu'il peut. Maintenant, c'est à toi de travailler pour revenir un peu sur ce qu'il a voulu te faire passer comme message. Et ce travail avec elle était incroyable. Moi, ça a mis à peu près 1 an. Il y a des personnes pour qui ça peut mettre plus ou moins. Il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de rééducation sexuelle périnéale avec des exercices. Moi, ça n'a pas trop été le cas. C'était des exercices pour comprendre comment marchait mon périnée. Et en fait, il y avait une mise en confiance absolue avec cette femme
que le jour où elle m'a dit qu'elle partait à la retraite, j'étais non, je vais perdre mon pilier de vie, je ne pars pas. Et en fait, si, elle est partie. Il n'y a que vous qui savez. C'est ça. Et en fait, non, derrière, des années après, entre-temps, en fait, elle m'avait donné accès à des livres de médecine, tout ça, qui en parlaient. Donc, des livres que tu trouves pas à la FNAC, hein, tu vois. Et en fait, ça a éveillé ma curiosité pour d'autres sujets, pour d'autres trucs. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être fan de ces sujets de sexualité. Et à devenir de plus en plus indépendante. Donc là, tu étais toujours au lycée quand tu as commencé à fouiller, lire sur ces sujets-là? Ouais, lycée, et où c'était un peu la deuxième fois où j'allais tenter une première pénétration avec un ex-petit copain qui était incroyable. Franchement, j'ai eu quand même de la chance de tomber sur majoritairement des personnes assez bienveillantes. Et la fac aussi, où j'ai commencé à rentrer à la fac, où pour être totalement honnête, ma promo, on a fait plus la fête qu'étudier. On était des très très bons vivants, et il y avait aussi du coup ce clivage un peu genre liberté sexuelle, fac, année fac, machin, et où j'ai commencé à être à l'aise avec ça, et où ça m'a permis aussi de faire un tri. C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu as, que tu fais un travail dessus énorme, que tu sais l'effort que ça t'a demandé, quand tu tombes sur une personne qui peut être un peu insultante, qui va pas chercher à comprendre, même si évidemment les mecs étaient jeunes et ils étaient moins déconstruits que peut-être maintenant, ça me permettait de faire le tri en disant bon, elle, ça marchera pas, j'ai besoin de quelqu'un d'un peu patient, j'ai besoin de quelqu'un d'un peu cool. Donc voilà, donc j'ai évolué pendant le lycée et fac. Je vois le sourire, les yeux sur le côté, je vois les sourires. Ça l'air d'années assez riche. On dirait que quand tu as commencé de nouveau à tenter les rapports avec pénétration, ton but c'était toujours, non mais moi j'ai quand même toujours vraiment envie pour de vrai, et là il y a peut-être moyen que ça fonctionne, ou il y avait une petite part de toi qui avait envie de tester l'évolution thérapeutique. En fait, comme pendant toutes ces années, j'avais quand même une envie de prendre du plaisir, donc voilà, la masturbation, tout ça, j'étais très calée sur le sujet, il n'y avait pas de plaisir. Mais aussi, entre-temps, j'avais eu des petites aventures, et j'expliquais aux garçons que je voulais pas faire de pénétration, et qu'en fait, ça m'a permis d'explorer avec eux d'autres manières de prendre du plaisir, d'autres manières de s'amuser, qu'en fait, la pénétration, c'était juste, voilà, comme tu dis, pour savoir où j'en étais dans mon travail physique, de rééducation, de se dire, est-ce que là, s'il me pénètre, ça me fait mal? Est-ce que là, s'il me pénètre, ça me dérange? Mais dans mon épanouissement, la pénétration n'avait pas la place, n'avait pas sa place sur le trône, parce que j'avais évolué sans. Et donc, je m'étais dit, mais si ça marche avec des gars, tant mieux, c'est un plus. Mais ça ne sera pas ma vie. Ma vie ne tournera pas autour de ça. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, d'ailleurs. En fait, je trouve ça dingue parce que donc moi, je suis formée en prise en charge des douleurs pendant les rapports, en vaginisme, etc. Donc, j'ai pas mal de patientes soit vaginiques, soit juste, entre guillemets, des douleurs pendant les rapports. Et quand je leur fais part du fait qu'il est tout à fait possible d'avoir une sexualité épanouissante sans pénétration, je sens qu'il y a un vide dans l'imaginaire, en fait. De qu'est-ce que je fais. Exactement. Ouais. Et en fait, le seul truc qui vient à l'idée pour beaucoup, en fait, c'est terrible, mais c'est ce truc de je vais faire plaisir à l'autre, et concrètement, c'est la tête. Et en fait, je peux comprendre que tu ne dises pas, en termes de sexualité épanouissante, bon, ok de temps en temps, mais et en fait, toi, t'étais ado, et en fait, comment dire, est-ce que c'est juste parce que tu l'as dit au début de l'épisode, t'es curieuse, est-ce que c'est par les discussions, est-ce que t'as déjà entendu autour de la sexualité, enfin, peut-être que c'était juste inné, que tu t'es même pas posé la question, mais en fait, comment t'es venue à te dire, attends, on peut faire d'autres trucs encore une fois, c'était grâce à mon accompagnement avec la sexologue, parce que je lui avais sorti la phrase de « Mais moi, mon plaisir, c'est quand je vois l'autre prendre du plaisir. » Et elle m'avait dit « C'est cool, mais c'est pas ça le plaisir. » Et vraiment, cette phrase m'avait vachement marquée, parce que j'étais jeune, qu'il y avait beaucoup ces codes de tu dois être le bon coup. Genre, il doit se souvenir de toi demain matin, tu vois. J'avais vachement intégré ça. Donc, du coup, j'étais un peu en mode si, c'est ça mon plaisir. Et elle m'avait dit « Non. » C'est pas ça. Genre, tu la femme service de... Complètement, tu vois. Et ça m'a tellement marqué. Elle m'a dit non, en fait, t'as un clitoris, t'as aussi une peau, t'as tout un corps. T'as un anus, t'as une bouche, t'as des oreilles, t'as plein de trucs. Donc, en fait, tu vas tout explorer, tu vas regarder les caresses et tout. Et j'y croyais pas. En fait, quand elle m'a dit tout ça, j'étais là, non, mais ça va, les gens spirituels, là, vous me fatiguez. J'y croyais pas du tout. Et quelques mois plus tard, j'avais eu une petite amourette avec un mec qui avait juste frotté le bout de son nez contre ma nuque. Et ça m'avait fait un effet dans tout le corps.
Et au point où aujourd'hui, quand on touche ma nuque, j'ai ce souvenir qui ressort, puisque mémoire corporelle de ouf, mon corps à chaque fois il dit « Souviens-toi, c'est là, c'était fou !» Et en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qu'elle me disait. Juste parce que j'avais gardé en tête cette phrase, où je m'étais dit « Ok, en fait, je peux largement être épanouie sexuellement sans prendre la pénétration pour acquis. » Et en fait, ça a éveillé en moi une curiosité. Et c'est ce qui m'a donné le goût aussi de la sexualité, de me dire oh là là, on comprend tellement pas en fait de quoi il s'agit, on est tellement à milieu de ce qu'il en est que bien, t'explores un peu tout et t'essaies juste de trouver des compagnons de voyage avec qui tu t'entends bien. Et j'ai eu la chance de trouver des gars qui étaient aussi dans cette exploration. Par exemple, j'avais un ex qui avait un phimosis, donc tu vois, qui avait aussi des problèmes du coup pour l'érection. Enfin, c'était hyper douloureux pour lui la pénétration. Donc du coup, il était aussi à la recherche de d'autres sensations en mode vas-y, si tu caresses là, si on fait ci, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Comment? Donc c'était trop bien d'avoir ces partenaires-là. J'ai eu de la chance. On peut parler de chance parce que malheureusement, pas tout le monde a cette ouverture. En tout cas, j'étais pas rarissime. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est important de le dire. Je pense que c'est important de le dire. Et comment dire, toi, pendant un moment donné, c'est tout. Tu ne pouvais pas. Ouais, c'était pas un choix. En fait, tu ne pouvais pas avoir de pénétration. Donc en fait, tu étais obligé de faire ce tri. Si tu voulais avoir une sexualité partagée. Complètement. Et finalement, aujourd'hui, d'être capable de dire à quelqu'un, non, c'est tout ensemble. Du coup, ça va pas le faire. C'est aussi une énorme richesse parce que, comme tu l'as dit, ça filtre et ça t'a évité des entre bien pourris. Bah oui. Et c'est énorme là où effectivement, je pense que les nanas de notre âge ont quand même beaucoup été élevées. On l'a dit, la nana point. Elle doit faire plaisir. Il y a aussi ce truc de oui, mais en fait, presque cet amour vaut mieux que pas d'amour. Ouais, complètement. Et il y a tellement ce lien entre sexualité et amour. En fait, je veux lui donner, je veux lui faire plaisir. Comme ça, lui, à côté, il va m'aimer. On est un échange consenti. Ce chantage un peu affectif. Non, mais pour qu'il m'aime, il faut que je me donne. Bon, il est encore très ancré. Même s'il y a un travail militant, honnêtement, je pense que dans la réalité des faits, c'est encore très présent. Mais c'est juste que tu te rends compte que plus que le mec qui va faire 48 positions, celui qui a une écoute active va te faire jouir beaucoup plus. Et donc, quand je tombe sur des mecs qui, pendant qu'ils me font un cuni, sont en mode là, comme ça, là, tu te dis, ok, il s'intéresse, il aime bien voir où j'aime bien, où j'aime pas, ou machin. Avec cette personne, je vais pouvoir évoluer parce que je vais me sentir. Alors aujourd'hui, j'ai plus de frein vis-à-vis de mon vaginisme parce que le travail a été fait et en fait, je connais mon corps assez pour savoir là je le sens, là je le sens pas, et honnêtement, ça arrive assez rarement. Ça arrive plus trop d'avoir des freins à la pénétration, mais en fait, c'est tellement plus une priorité que quand aujourd'hui j'ai un partenaire, on est en mode ok, on va s'amuser sur tel truc, on va s'amuser sur tel truc. Comme tu dis, comme on disait, ça filtre. Ça permet encore une fois de comprendre que la sexualité, ça évolue. Qu'au fil de tes années, tu vas pas aimer les mêmes choses, donc tu t'intéresses à toi. Et donc, t'arrêtes d'être dans cette passivité, les jambes écartées, j'attends qu'il me pénètre, marteau-piqueur, et puis bon, mais bonne nuit. Je pense que le jour où on s'autorise à ne plus l'accepter, où on s'autorise à dire, là, je dirais non parce que je prends aucun plaisir et j'en ai marre, on s'offre aussi une nouvelle sexualité et un épanouissement, quoi. Donc, j'irai pas à remercier mon vaginisme, mais c'est vrai que j'ai réussi à mettre un peu je dirais ce frein, cette faiblesse, même si c'est pas une faiblesse, mais cette caractéristique en force où ça m'a obligée à me dire intéresse-toi à autre chose parce que ton corps est plein de choses incroyables et il faut juste prendre le temps de le comprendre, quoi. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est la crainte de beaucoup de personnes que je suis qui ont du vaginisme mais en fait, est-ce que finalement ce sera toujours un peu en moi? Ouais. Tu vois, et j'ai envie de dire, en fait, quand on passe cette étape c'est plus forcément un problème, en fait, juste tout à coup, en fait, on a le choix et c'est cool. Et parfois, effectivement, là, c'est tout, c'est pas le bon moment, etc., etc. En fait, de toute façon, le corps envoie toujours des messages, au même titre que quand on a eu pendant des années des douleurs pendant les rapports. Oui, on va être plus sujette plus facilement au moindre petit truc. Le tout, c'est de pas avoir des douleurs, j'allais dire, une échelle de la douleur qui est défaillante, correctement, pris trop vite, trop fort. Mais c'est pas parce qu'on est sorti d'un vaginisme de douleur pendant les rapports que tout à coup on doit se dire c'est bon, mon corps n'aura plus jamais mal. Ouais, c'est toujours simple. Complètement. Ça reste toujours un messager et juste de dire j'ai le choix et de faire la paix avec ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que
on sent que c'est vraiment acquis en toi. Ouais, vraiment genre, oui, bah parfois, c'est tout. Là, je sens que c'est pas possible. Et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de monde qui aujourd'hui souffre de vaginisme de se dire, OK, en fait, si effectivement, dans 10 ans, dans 20 ans, et ben de temps en temps, il y a une pénétration qui est soit impossible, soit, je sais pas trop. Et ça peut vraiment faire du bien. Je pense à beaucoup de monde qui aujourd'hui souffre de douleur ou de vaginisme en se disant, en fait, c'est OK si même à 50 ans, il y a des moments, la pénétration n'est pas possible. En fait, c'est bon, j'ai ouvert mon champ des possibles et je sais pas, enfin, souvent, c'est pour ça que je parlais de caractéristiques, mais souvent, ce que j'aime dire, c'est par exemple, si demain, je dois me faire opérer des ligaments croisés, clairement, je ne pourrais pas faire toutes les positions. De ouf. Et bah, c'est tout. C'est c'est OK, quoi. Ouais, différent. Non, mais c'est, en fait, dans notre société, on caractérise ta valeur par tes capacités génitales. Donc, surtout les femmes. Tu sais, cette construction de la femme périnée après 50 ans, après l'accouchement, le vagin n'est plus pareil, donc je peux plus donner de plaisir. Les femmes vierges, construction de la virginité, les femmes vierges, c'est bien parce que c'est un peu plus serré. Encore une fois, toute notre valeur est construite sur notre capacité à être pénétrée ou pas et à supporter ces pénétrations. On le voit dans le porno mainstream, elle supporte les grosses bites, machin. En fait, c'est dès très jeune, dès enfants, on nous apprend ça. Donc quand tu grandis et que d'un coup, cette pénétration, elle n'est pas possible, ou elle est douloureuse, ou elle n'est pas du tout plaisante, parce que on peut aussi être pénétré, mais juste ressentir aucun plaisir, aucun épanouissement. Tu dis, OK, en fait, je pourrais jamais être dans ces standards de femmes-là. Et donc, on te fait sentir pas à ta place, et donc tu perds en valeur, et donc tu culpabilises, et tu te sens seul, tu t'isoles, et tu te forces, et c'est comme ça que tu te fais encore plus mal, et que tu te blesses. En fait, en réalité, si demain on est dans une société qui n'est pas malade, Paul nous apprendra que dans la sexualité, il y a une pratique qui s'appelle la pénétration qui peut être chouette, mais elle convient pas à tout le monde. C'est comme le tirage de cheveux, c'est comme la pénétration anale, c'est comme toucher les seins, c'est comme la fessée. Enfin, il y a des pratiques, chacun coche les cases qu'il a envie. Parfois, ça peut bouger, on peut gommer, on peut enlever des cases, parfois on peut en rajouter, mais la pénétration, c'est pas le tout. C'est vrai que pour la reproduction, ça a quand même une importance. Mais c'est tout, le sexe, c'est pas de la reproduction. Et en fait, le jour où on comprendra ça, le jour où on arrêtera d'avoir honte, parce que la honte, chez les femmes, ça rythme toute notre vie. Le jour où on arrêtera d'avoir honte de pas pouvoir être pénétré, ou de pas supporter telle ou telle pratique, ou de pas être exactement dans les codes, on entrera enfin dans une sexualité réaliste. Et quand j'étais, tu vois, dans ce process des nanas de mon âge ou plus âgées qui avaient du vaginisme, j'en avais plein. Et ce que je voyais à chaque fois, c'était qu'on était en mode on est dans le secret, ça reste, oui, on va s'en sortir. Tu vois, genre, on va découvrir la vie labrée derrière quand ça ira mieux. Non! Au final, on a juste évolué toutes en ayant ça, en se disant, bon, bah, OK, on l'a, caractéristique. Comme tu dis, demain, j'ai les gamons croisés, je pourrais pas faire certaines positions, mais j'en ferai d'autres. C'est pas grave. Et puis, on verra ce qui marche. C'est juste, on nous apprend tellement à devoir être parfaite, nickel, surtout qu'on se dit, putain, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de... Si je le suis pas, ça va me punir à vie, quoi. Je vais être punie à vie. Mais voilà, c'est pour ça que ton travail, comme d'autres, c'est hyper important, parce qu'en fait, tu vois, même à l'époque, quand je cherchais des chiffres, on me disait, le vaginisme, ça touche 1% de la population. C'est là, non, en fait, c'est sûr que ça touche plus. Vous faites juste mal vos études, que vous en avez absolument rien à foutre. En fait, c'est pas un sujet qui vous intéresse, comme l'endométriose, comme tout ça. Qu'aujourd'hui, avec MeToo, on s'y intéresse un peu. Mais le jour où on va faire des vraies études, on va prendre vraiment le temps de s'y intéresser, vous allez voir que ça touche une majorité de personnes adultes. Bien sûr. Et qu'en fait, on n'en peut plus d'avoir honte, on est fatigué de souffrir. Et souvent aussi, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au vaginisme le jour où elles veulent avoir un enfant. Oui. Et tu te dis, en fait, d'accord, tu vas avoir un enfant là, mais ça fait 10 ans que t'es avec ton mec, c'est quoi? Ça fait 10 ans que tu serres les dents pendant qu'il te pénètre. Et donc, je suis toujours un peu énervée quand j'en parle, parce que je me dis, mais en fait, c'est juste la faute au discours, quoi, tu vois. En fait, ce que tu décris, c'est la porte ouverte aux violences. Ouais, complètement. En fait, c'est exactement ça, ces injonctions. Ouais. La honte, la culpabilité, elle est d'un côté, et du coup, c'est vraiment la porte ouverte et la normalisation des violences sexuelles. Complètement. Et aujourd'hui, t'en parles vraiment de ton vaginisme. Est-ce que c'est quoi? C'est ton compte Instagram qui a fait que tu as commencé à en parler, ou finalement, dans ta vie perso, à un moment donné, tu as réussi à mettre le mot dessus parce que en parler plus librement parce que justement, ça allait mieux?
En fait, j'ai commencé donc le CUNU à une période où voilà, j'étais en recherche de travail pour m'occuper. J'ai fait le CUNU. Tout le monde autour de moi savait que j'étais passionnée par la sexualité. Personne ne savait pourquoi, enfin comment cette passion est arrivée. Ma famille, tout ça, a toujours été très à l'aise sur mon activité. Donc j'avais ça, j'avais un travail à côté. Et un jour, je rencontre la rédac chef du Média Fresh. Qui me dit on aimerait parler d'un sujet qui est le vaginisme. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait témoigner, parler de son histoire? Et je dis écoute, on commençait à rentrer dans le confinement. Je dis écoute, moi je serais prête à en parler. Et je raconte mon histoire. Et elle me dit ok, si t'es partante, on se fera une interview. Le confinement arrive et elle me dit bon filme-toi en face cam et on fait cette interview. Et je raconte toute mon histoire. À l'époque, j'étais vraiment seule chez moi et je sais pas, ça libère un truc. Et je me dis, c'est un poids en moins, tu vois, de pouvoir en parler et d'être fière. J'avais mis une robe à fleurs, gros sourire et j'étais en mode, je veux montrer que, voilà, je suis pas abattue, tout va bien. Et la vidéo se publie et d'un coup, je réalise que mes parents ont accès à mes réseaux et ma sœur alors mes amis savaient, mais ma famille. Et en fait, ça débloque un sujet où ma mère m'en a pas du tout voulu. Elle était plus en mode, tu vois, je savais pas. Je me sentais pas à l'aise pour te le dire. C'est pas contre toi, mais en fait, personne ne le savait. Ma sœur aussi. Mes frères sont jamais vraiment revenus sur le sujet. Mais voilà, j'ai mis ce sujet un peu sur la table. Mes amis le savaient déjà. J'ai eu tellement de messages ce jour-là de nanas, majoritairement, que des nanas, pas de mecs qui s'intéressaient ou quoi, mais qui venaient vers moi en disant, ok, je vais aller voir quelqu'un, merci. Que je me suis dit, meilleure décision. Et maintenant, s'il faut devenir la personne qui en parle librement, qui n'a pas honte et qui rentre dans les détails, je suis largement assez à l'aise sur le sujet, je vais le faire. Et c'est cool parce qu'il y a eu plein d'autres personnes qui en ont parlé aussi sur les réseaux, qui avaient une communauté, qui avaient... en même temps, il y a eu le boom de l'endométriose où tu te dis « Oh, ça fait tellement de bien !» En même temps, c'est une année où j'ai découvert que j'avais des kystes sur les ovaires, donc j'étais en mode ok, nouveau chapitre, nouvelle série, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, tu te dis, c'est cool, je vais pouvoir parler de certains sujets, en amener d'autres. Dans ma famille, tout le monde respecte, personne m'emmerde. À l'époque, j'avais un conjoint qui était au courant. Maintenant, quand j'ai des nouveaux partenaires, ils le savent dans la minute. T'entends quoi dans la minute? Genre, si tu rencontres sur une application de rencontre. Salut. Salut. La porte est parfois fermée, ça te dérange de passer? Non, pas sur les... De refaire la toiture. Là, tu veux bien méditer le couloir. Non, en fait, sur les réseaux, je cache pas mon activité. Sur les applis de rencontre, je ne cachais pas mon activité des réseaux. Ouais. Donc, ils allaient voir. Et sur le réseau, je parle tellement de vaginisme que ça va. Et après, non, c'est souvent dans tes premiers rapports, même quand c'était des coups de, tu vois, genre, d'un soir ou deux, où j'étais en mode, tu sais que moi, j'ai eu du vaginisme, machin, et finalement, dans le tri que je fais aujourd'hui, où tu vois vite les personnes qui sont un peu ouvertes sur ces sujets, beaucoup sont plus en mode, ah, mais je connais, parce que j'avais vu un truc, ah, mais mon ex avait ça, ou alors, je connais pas, dis-moi. Et c'est là où tu te dis, ok, tout le travail qu'ont fait toutes les personnes qui en parlent, toi, moi, les gens qui en parlent juste entre potes, les gens qui... Ah, ça commence à porter ses fruits et peut-être que nos petites filles seront un peu tranquilles. Je croise les doigts. Donc, ça a été emmené avec les réseaux, finalement. Ça a été emmené avec les réseaux. Mais tant mieux. Je repense pas forcément quand je t'entends parler, je pense à toutes mes patients, toutes ces histoires. Combien m'ont dit qui travaillent sur leur vaginisme en étant célibataires, qui font peur de faire des rencontres, en se disant quand est-ce que je le dis, est-ce que je le dis vraiment, etc. Non, là, on a eu un rapport, mais franchement, ça allait, c'était supportable. Je me disais, non, stop, non, mais bon, allez, on reprend. Et en fait, franchement, moi, je trouve que dans mon travail avec mes patientes, le jour où elles me disent, je me rends compte que j'ai su dire non et que j'ai pas culpabilisé, c'est pour moi le step le plus important. Là où elles viennent en se disant, mon problème, c'est la pénétration impossible. À la fin, j'aimerais que la pénétration soit possible. Elles ne savent pas qu'en cours de route. Elles vont apprendre à dire non. Elles vont découvrir d'autres choses. Elles vont ouvrir le dialogue au sein du couple. C'est énorme le travail. Et vraiment, et pour moi, ma mission est gagnée. Alors, partiellement gagnée déjà quand elles me disent là, j'ai réussi à dire non, mais j'ai pas culpabilisé. Et franchement, après, je suis pas dans le couple, donc je ne sais pas réellement quand on me dit ah non, mon conjoint il est pas du tout insistant, parce que semble-t-il qu'aucun conjoint n'est insistant. Mais
Non, Qu'est-ce qu'il en est? ouais, voilà, je ne sais pas. En tout cas, quand même, je pense qu'il y a des conjoints qui sont hyper compréhensifs, Bien sûr. vraiment. Mais par contre, des nanas se culpabilisent de ouf, alors que de l'autre côté, ils sont en mode, en fait, il n'y a vraiment pas de problème. Mais tu comprends pas. En fait, en tout cas, pour moi et pour notre sexualité partagée, il n'y a pas de problème. Oui, mais quand même, je suis pas normale. Oui, mais ça, du coup, c'est toi qui ressens ça, mais moi, c'est... Et du coup, certaines personnes, en pensant vouloir faire pour l'autre, elles se rendent pas compte que l'autre n'est pas en demande plus que ça. Ouais. Et ce filtre dont tu parlais, c'est franchement l'étape, je crois que c'est pour ça que j'ai rebondi dessus 5 fois. Ouais, Parce que c'est l'étape essentielle, en fait. Ouais. C'est se respecter. L'autre jour, je lisais le 3e livre de la nana qui a écrit Kilomètre Zéro, Modokawa. Oui. Et il y a une phrase que j'ai adorée qui disait à ne pas vouloir trahir l'autre pour ne pas lui faire de mal. Dans tous les cas, juste tu déplaces la trahison parce que c'est toi qui... Ouais, finalement, ouais, elle est Il y a encore là. toujours une Il y a trahison. un truc de ouf. Donc oui au filtre et oui au non. Ouais, mais en plus, il y a quand même ce truc où, tu vois, on est vachement dans la culture du bon coup. Le mec qui a du cardio, la nana qui est hyper sexy. Finalement, s'il faut retravailler ce bon coup, est-ce que la personne avec qui vous allez prendre du plaisir, c'est pas la personne qui vous prend dans votre entièreté? C'est-à-dire, et tu vois, ça s'inscrit dans tout, les expériences passées que tu as eues, ce que tu fais dans la vie, tes idées, ton physique, tes goûts. La personne qui va venir prendre tout ça, donc aussi tes petits couacs, s'il y a ton vaginisme, s'il y a tes craintes, tes complexes, machin, est-ce que la meilleure expérience sexuelle, c'est pas avec la personne qui va prendre tout ça dans son intégralité et avec qui tu vas co-créer vraiment une activité sexuelle qui te convient? Est-ce que c'est pas plus ça que la personne qui te dit bah oui, mais tu sais, avec mon ex, on faisait ça et c'était vachement bien, tu devrais essayer. Personne s'est jamais plainte. C'est ça, personne. Ben moi, j'ai toujours fait ça. Et t'es là. Bon, en fait, à force de te mentir, dire non, non, mais là, ça va le faire. Puis au final, tu te mens, tu déplaces le problème, tu le remets à plus tard. Et un jour, tu vas en avoir marre, tu vas dire non. Et en fait, tu vas te rendre compte que ce mec ou cette nana qui te dit non, bah moi, ça viens, ou peut-être qu'on peut faire ça. Ça te va si on fait ça? Est-ce que ça te va si je le fais comme ça? Mais t'inquiète, je te pénètre pas, mais juste on peut faire ça. Qui est dans la conversation, qui a compris, qui est dans l'écoute active aussi, parce que la communication, c'est rien sans écoute. En fait, c'est là qu'il est ton bon coup, puisqu'on est ça à la recherche du bon coup. Il est là, en fait. Il est dans cette personne qui va chercher à vraiment collaborer. Et pour ça, il faut passer par des non. Pour ça, il faut passer par des non, moi, j'aime pas ça. Fais pas comme ça. Là, j'ai pas envie. On verra plus tard. Pas ça. J'ai pas envie de parler de ça. Par contre, je veux bien qu'on parle de ça. Ça passe par des limites et déjà trouver ses propres limites, ça met un temps fou. Écouter celle de l'autre, ça met un temps fou. Ça demande une énergie folle. Mais le jour où vous le faites, en fait, vous comprenez ce que c'est vraiment que le sexe, quoi. Et c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Et ça me fait penser à 2 choses. Je viens d'oublier la première. Super. Alors, on commence par la deuxième. Je passe sur la deuxième. Je pense aussi que toutes les baisses de libido, faible libido, je pense que c'est parce qu'effectivement beaucoup de monde ne connaît pas ce que je pense comprendre quand tu parles du vrai sexe, en fait. C'est que là où on pense que le sexe c'est une performance, en fait ça peut être une connexion, ça peut être une découverte, ça peut être littéralement comme aller se faire un bon plat au resto. Complètement. De déguster des saveurs, découvrir des « Ah tiens, je connaissais pas ça, oh, je n'aime pas trop, je vais pas finir mon assiette. » Et en fait, je pense vraiment que les gens s'obstinent à manger des pains au chocolat, alors en fait, ils sont plutôt chaussons aux pommes, quoi. Ou chocolatine. Oui, il y a des gars. Oui. Complètement. Je pense que... Enfin voilà, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. J'ai perdu la première idée sur laquelle je voulais rebondir, mais avant de se quitter, oui. Tu es coordinatrice du cul maintenant. Oui, absolument. Coordinatrice. Est-ce que tu peux nous expliquer cette corde que tu as à ton arc? Alors, la coordination d'intimité, c'est un métier qui émerge pas mal dans le milieu du divertissement. Donc, ça peut être le cinéma, ça peut être la pornographie, ça peut être la création de contenu en tout genre, ça peut être l'émission télé, enfin bref, qui vise en fait à recueillir le consentement de ces acteurs du divertissement. Donc, par exemple, pour un film avec une scène de violence, on va voir avec les acteurs est-ce qu'ils sont à l'aise avec tel ou tel geste inscrit dans le script et on va venir chorégraphier la scène pour s'assurer qu'on respecte le consentement des acteurs et surtout qu'on puisse performer dans une créativité qui leur convient.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un script de cinéma, il y a, s'il y a une scène d'amour, il y a marqué en noir sur blanc. Et là, les deux personnages font l'amour de manière intense. Bon, l'intensité dans le sexe, on n'a pas tous la même définition. Hein. Pour certains, ça va être lécher les pieds. Pour d'autres, ça va être juste se regarder dans le blanc des yeux. Donc, on essaie de comprendre ce qu'a voulu dire le réalisateur. On essaie de faire le producteur. On essaie de comprendre la vision de chaque personnage. Et ensuite, on vient le chorégraphier pour s'assurer que quand l'acteur 1 touche les fesses de l'acteur 2, ça ne lui pose pas de problème et qu'il n'y ait pas de liberté au moment où on tourne la scène et que ça se transforme en fait ça puisse se transformer en trauma, en violence. Donc moi je suis là pour ça, pour recueillir le consentement. T'es là avant, pendant et il y a aussi après l'après. Ouais, ce qu'on appelle l'aftercare, qui va être le débrief, mais qui va être aussi en fait on sous-estime beaucoup. Alors les personnes qui travaillent dans ce milieu le savent, mais on sous-estime beaucoup l'énergie et l'intensité d'une scène de sexe ou de violence au cinéma ou dans le porno. Et donc, généralement, il y a toujours des retombées quelques jours après, des grosses retombées de fatigue, des grosses retombées de santé mentale. Et donc là, il faut s'assurer que la personne aille bien et la rediriger vers des professionnels si jamais c'est pas le cas. Donc en fait, c'est en plusieurs étapes. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'intervenir dans le porno, mais aussi et surtout dans le milieu de la télé-réalité, qui est un milieu où j'ai travaillé à l'époque. À l'époque, je travaillais chez Les Anges de la télé. Et de voir des choses incroyables. Oui, j'ai fait partie de ce MeToo de télé-réalité qui est sorti il y a 2-3 ans parce que j'avais assisté à des choses. Je suis encore assez étonnée qu'on n'en parle pas plus parce que des choses très, 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 très problématiques et très graves. Et comme c'est un milieu très méprisé, alors que c'est des programmes qui sont énormément consommés, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Pareil pour la pornographie, très méprisée, personne n'a envie d'y travailler, mais pour autant, ça reste le contenu majoritairement consommé et pas encadré. Donc, quand vous avez une actrice qui accepte une levrette, pour certaines personnes, ça veut dire qu'elle accepte d'avoir les cheveux tirés, ça veut dire qu'elle accepte d'avoir une double pénétration à levrette, alors que pas du tout. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que tout le monde vive bien, que l'on fasse ça de manière éthique, et en fait, qu'on puisse aussi performer dans ce qui est autorisé. C'est-à-dire que si la personne est d'accord pour qu'on lui touche les fesses, ne nous contentons pas juste de toucher les fesses. Est-ce qu'on peut malaxer les fesses? Est-ce qu'on peut les caresser? Est-ce qu'on peut les fesser? Est-ce qu'on peut les machins? Performer dans ce qui est autorisé et du coup réveiller une créativité plus éthique. Donc aujourd'hui, c'est mon métier. Et il faut savoir que dans certains pays, comme le Royaume-Uni, c'est devenu juste essentiel et c'est très mal vu, les productions qui n'ont pas... J'allais te demander, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est mal vu pour les prods. C'est mal vu. En France, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Et... non, on va pas appeler de coordinatrice d'intimité, on n'a pas besoin. Donc la France est toujours dernière. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Mais du coup, là, aujourd'hui, en France, c'est pas un peu... on gagne des points d'éthique. Tu vois, on se fait bien voir. On n'y croit pas vraiment, mais on se fait bien voir. Ouais, il y a beaucoup de marketing sur le côté de... Si, on a appelé une coordinatrice d'intimité. Et, alors moi, je suis pas encore intervenue dans la fiction, mais il n'y a pas énormément... Enfin, aujourd'hui, les coordinatrices d'intimité en France se comptent sur les doigts d'une main. Oui. On est à moins de 5-6. C'est déjà arrivé que certaines voient en fait dans la presse si on a fait appel à une coordinatrice d'intimité et en fait elle avait juste donné 2-3 conseils, donc elle n'a pas fait un vrai travail de coordination. Donc c'est encore un peu problématique. Faut pas que ça devienne un label. Faut voir comment on peut travailler parce que ça peut être un label, mais il faut voir comment l'encadrer. Voilà, il y a encore ce problème de on fait intervenir quelqu'un juste parce que c'est bien vu. Non, en réalité on est là dans une collaboration. On va créer vraiment quelque chose d'éthique et de chouette et de montrer que chorégraphier une scène d'intimité, ça permet de faire quelque chose de plus réaliste, de plus sympa. Et en fait, la preuve la plus parlante, c'est Sex Education, où dans les premières saisons, il y avait énormément de sexe. Il faut savoir que tout a été chorégraphié de A à Z. C'est Ita O'Brien qui l'a fait à l'époque, qui est une des coordinatrices d'intimité les plus célèbres dans le monde, qui a fait un travail incroyable de coordination avec des gens qui étaient assez jeunes. Et la preuve par ce programme que les scènes de sexe sont bien plus qualitatives que dans certains programmes. Tout à fait. Sont bien plus sympas, sont bien plus réalistes. Donc la preuve qu'on peut faire un travail assez important. Mais voilà, ça va mettre du temps, mais on sait que ça va... Dans quelques années, ça sera vu autrement. C'est juste que la France met toujours du temps. Elle est un peu réfractaire aux changements parfois. Donc voilà, on va mettre le temps, mais c'est pas grave, on va continuer à persévérer. Et tu on le voit dans le porno, la pornographie éthique est en train de péter un peu, est en train de se développer et les gens ont envie de donner de l'argent à ce business, à cette industrie pour voir des meilleures choses. Et en fait, quand tu consommes de la pornographie éthique, c'est là où tu dis c'est ça le sexe, ok, cool, j'aime bien. Donc moi j'y crois, je pense que les prochaines générations seront beaucoup plus conscientes que nous
Et bientôt, la coordination d'intimité sera un métier comme un autre, quoi. Complètement. C'est hyper intéressant dans ce que tu dis parce que forcément, qu'on peut faire le parallèle avec les rapports sexuels dans la vie et pas que dans la fiction, la télé-réalité, ce genre de trucs. Le fait de dire, comme tu dis, en fait, tel acte là où tu me dis intensément, ça veut dire ça veut dire ça. Et du coup, j'ai retrouvé la première idée que je voulais dire tout à l'heure. Je me rends compte que c'est très simple, hein, ça fait beaucoup de suspense. En fait, c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de se mettre à nu physiquement que par les mots. Complètement. Et en fait, c'est hyper dur de parler de sexualité. Mais d'ailleurs, je pense que toi, tu as créé un petit quelque chose pour aider les gens à parler. Exact. Non, mais il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Moi, c'est vrai que j'avais fait mon livre qui permettait de faire une base d'éducation à la sexualité en rapport avec l'histoire. Et après, j'ai créé un jeu. Alors, c'est pas un jeu érotique ou pour couple, c'est un jeu pour jouer entre potes sur la culture du cul. Mais par exemple, t'as Léa Merci beaucoup qui avait créé Discutons, qui est un jeu de cartes qui permet d'aider les couples à parler entre eux. Donc, tous ces outils-là, encore une fois, ils sont un peu méprisés, tu vois. Je trouve, ça va, c'est des cartes, on s'en va. Alors, en fait, commence à jouer, t'es là. Oh, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces questions-là. Donc, non, il y a plein de trucs qui trop chouettes, quoi, qui sont trop, trop chouettes. Mais même, tu vois, toi, tu fais de la création de contenu. Les gens, en fait, on oublie, mais les gens sont et aussi identifiés en disant, regarde ça. Et en fait, ça leur permet derrière d'ouvrir la conversation sur plein de sujets et c'est génial, c'est un peu hyper. Exactement, et c'est ce pourquoi je pense que tous les créateurs, créatrices de contenu autour de ces sujets d'éducation sexuelle et autres sujets éducatifs, comme on est tiré vers le bas au niveau de l'algorithme selon les termes qu'on emploie, on est là genre mais non, nous on a envie de partir dans la justement toucher du monde. Donc le fait effectivement qu'on puisse envoyer à un ami, etc. En fait nous aussi ça nous aide à toucher large pour se dire tiens, j'ai fait tellement sujet, débrouillez-vous. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est exactement ça. Bon, en soi, on pourrait discuter encore de plein de trucs maintenant, mais on va dire que je me suis un peu concentrée sur le vaginisme, mais tu aimes bien plus que... Donc, pour découvrir tout ce que tu fais, le meilleur canal, c'est Instagram. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Où effectivement, on apprend plein de choses sur la culture du cul. Moi, j'adore. Hein, franchement, j'apprends plein de choses et j'adore ça. Est-ce qu'il y a un sujet, une réflexion sur laquelle je t'ai pas amené, que tu avais envie d'ajouter Pour l'instant, je trouve ça assez complet, mais si on peut rajouter pour toutes les personnes qui sont reconnues dans les dyspareunies ou le vaginisme, se dire que c'est pas une fatalité et que et qu'il n'y a pas de honte et que entourez-vous des bonnes personnes. Parfois, on n'avance pas plus vite seul, on avance mieux accompagné, donc entourez-vous des bonnes personnes et ne laissez personne vous faire culpabiliser, vous faire sentir honteuse. Vous êtes bien plus intelligente que ces personnes-là. Je trouve ça important de le préciser, mais j'aurais voulu l'entendre à l'époque. Merci Manon. Merci pour tout ton témoignage. Merci à toi. Confiance, c'est vraiment pour ce que tu fais, c'est trop cool. C'est gentil, merci. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cet épisode. Vraiment, si vous trouvez cet épisode intéressant, je vous invite, que vous soyez en train de le regarder ou de l'écouter sur les plateformes, à liker, à mettre une note, à mettre un commentaire, à l'envoyer comme ça à quiconque, enfin voilà, pour faire passer l'information. Je mets tous les liens pour retrouver Manon en description. Je vous remercie pour votre confiance et on se dit à bientôt. Merci Manon. Bravo. C'était très chouette, j'ai l'impression d'avoir fait que papoter. Pardon si je j'ai modéré. Moi, c'est un podcast. Oui, mais bon...